Hervé Perdry, qui est enseignant-chercheur au CESP dans l'équipe biostatistique en grande dimension, qui est maître de conférence en statistique et travaux en épidémiologie. Voilà, on est ravis de t'écouter, Hervé. Merci Bruno, alors j'espère que la connexion va être bonne, parce que moi je t'entends par intermittence, donc j'espère que ça ne va pas faire pareil dans l'autre sens. Donc merci de m'avoir proposé de parler. Alors je ne sais pas si j'aurais dû accepter, parce que j'ai pas grand-chose à dire de vraiment neuf, c'est que des choses qui sont de notoriété publique, mais enfin j'ai essayé de faire une petite synthèse de ce qui s'est passé en termes de crise scientifique et non pas en termes de science depuis quelques mois. Alors là, je vous ai mis Alors effectivement, hein, j'ai préparé les transparents avec l'aide de Caminous, dont je parlerai à la fin, en fait, brièvement. Et donc, je vous ai mis sur cette diapo de titre l'évolution du nombre de publis et pré-publis qui sont enregistrés sur PubMed depuis le début de l'année, donc semaine par semaine, que j'ai obtenu en faisant une recherche sur Covid-19 simplement. Donc il y en a plus de 22 000 et on a passé le cap des plus de 2000 publis par semaine. Donc si on est de nature très optimiste, on y voit quelque chose de fabuleux. La communauté scientifique a réagi à l'épidémie avec beaucoup d'efficacité en publiant plus de 2000 papiers par semaine, où on peut avoir une vision très pessimiste, dans laquelle il y a beaucoup d'opportunisme là-dedans. Les papiers Covid passant en ce moment beaucoup plus facilement les barrières éditoriales. Alors, une toute petite mise au point, un petit rappel sur le contexte dans lequel est arrivée la crise sanitaire. Fin 2019, Antoine Petit, le PDG du CNRS, a annoncé la LPPR, c'est-à-dire la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, et non pas la loi pour précariser et produire des RAOU, comme on a pu le lire. Alors il a dit, il faut une loi ambitieuse, inégalitaire, oui, inégalitaire, une loi vertueuse et darwinienne qui encourage les scientifiques, équipes, laboratoires, établissements les plus performants à l'échelle internationale, une loi qui mobilise les énergies. Alors curieusement, malgré l'enthousiasme d'Antoine Petit, les gens ont assez mal réagi, il y a eu une explosion de tribunes pour lui répondre, pour dénoncer les accents spenceristes d'Antoine Petit. Donc Spencer, c'est le darwinisme social, hein, c'est tentative d'appliquer la survie du plus apte à l'échelle de la société. Bon. Pour appeler un retour à une vision collective de la recherche et non individualiste, pour dénoncer les effets pervers des appels à projets, entre autres choses. Donc, je vous ai mis quelques tribunes. Il y a eu des tribunes de Restagno et Hudman et d'autres signataires. Il y avait 16 signataires qui sont parus dans le monde. Il y a une tribune de Brett qui est parue, je crois, dans Libération. Ils sont faciles à retrouver, qui étaient très bien. Et il y en a eu plein d'autres. Bon. Il y a eu très peu de tribunes pour soutenir Antoine Petit. La seule, c'est celle de Philippe Rogel, si je me souviens bien. La seule tribune, et Antoine Petit lui-même a fait une tribune pour se défendre, mais je n'en ai pas vu d'autres. Alors, en faisant cette déclaration, Antoine Petit s'est quand même pas mal décrédibilisé. C'est assez embêtant d'avoir tout son personnel vent debout contre soi quand on est PDG, et c'est d'autant plus embêtant de se décrédibiliser dans un tel moment qu'il succédait à la tête du CNRS à Anne Perroche, qui avait été éjectée proprement en 2018, après s'être décrédibilisée elle aussi, mais pour des raisons beaucoup plus sérieuses, une découverte d'une fraude scientifique dans plusieurs de ses articles qui avaient été publiés plus de 10 ans plus tôt. Alors je vous ai mis il y a eu un rapport du CEA, une expertise qui a fait le point sur les accusations portées contre Anne Perroche, et qui disait les choses suivantes. Alors de nombreuses marques de méconduite ont été retrouvées dans les articles incriminés, avec des anomalies de gravité variable selon les figures et selon les articles, allant de l'embellissement à la falsification, qui modifie l'interprétation des données représentées sur certaines figures. Sa pleine responsabilité apparaît clairement, même si on peut se demander comment des premiers auteurs ou des auteurs correspondants ont pu avoir un regard aussi furtif sur des publications dans lesquelles ils avaient une responsabilité majeure. Donc il ne la dédouane pas, c'est assez vache, hein.
sachant qu'il n'y a pas de, enfin, sachant que on aurait pu être beaucoup plus indulgent. Disons qu'il y a des gens qui ont dit oui, mais en fait, toutes les données, tout ce qui est dit dans les articles est vrai, a été reproduit dans d'autres travaux par la suite, etc. Bon, il n'y a pas vraiment de circonstances atténuantes dans ce rapport, mais ce dernier passage m'a assez intéressé parce que on charge quand même un petit peu les co-auteurs. Et alors, je ne connais pas les auteurs du rapport du CEA, mais je doute qu'ils ignorent à quel point la pratique dont ils s'étonnent de voir des gens signer des articles en les ayant lus en diagonale, voire peut-être pas vraiment fait plus que regarder rapidement, à quel point cette pratique est commune. Bon. Allez, on va passer à la crise sanitaire. Donc c'est quelque chose qui nécessite de réagir vite, alors que le temps naturel de la recherche, c'est un temps long. On fait des projets de recherche sur plusieurs années. Et donc c'est une sorte de crash test on peut le voir comme un crash test et se dire, en fait, on va voir à quel point le système est robuste. Bon. Alors déjà, ça démarre mal sur la manière dont l'information ou le courant passe entre science et société. Pourtant, il y a eu des articles, des signes d'alerte très tôt, même dans la presse grand public. Il y a déjà toutes les informations qu'on avait sur ce qui se passait en Chine, quand on construit un hôpital de je ne sais plus combien de milliers en quelques semaines. On peut quand même se dire qu'il se passe quelque chose de sérieux. Bon, le 30 janvier, l'OMS avait passé l'épidémie au stade d'urgence de santé publique internationale. Il y a eu des interviews d'un épidémiologiste qui s'appelle Mark Lipsitch, qui ont été diffusées dans la presse grand public, qui étaient très argumentées et qui étaient très alarmantes. Le 20 février, il y avait des données correctes qui ont été publiées dans Le Monde, mais interprétées de façon très rassurante par des journalistes. J'y reviendrai, j'ai mis le graphique sur le transparent suivant. Bon, tout ça n'a pas empêché le 7 mars Emmanuel Macron d'aller au théâtre et de déclarer que la vie continue et il n'y a aucune raison de modifier nos habitudes de sortie. Bon. Alors, c'est pas spécialement lui, c'est de manière générale, la société civile n'a pas spécialement mesuré le danger de ce qui arrivait. Alors voilà le graphique qu'il y avait dans Le Monde le 20 février. Donc vous voyez ici, sur l'axe des X, on a la contagiosité, donc le R0, en fait, un indice de reproduction, et le taux de létalité, ici, sur l'axe des Y. Alors on a une région de confiance, comme ça, qui contient quand même la grippe espagnole. Donc on peut se dire, bon, peut-être c'est un petit peu sérieux. Mais en fait, l'argumentaire, c'est énormément focalisé sur le fait que le taux de létalité, pour finir, n'était pas si élevé, et c'est pas tellement soucié de ce qu'allait se passer si on avait une contagiosité qui était ici à droite. Alors c'est vrai qu'il manque quand même une information qui est, alors je ne suis pas tellement versé dans l'épidémiologie des maladies infectieuses, mais il manque quand même quelque chose qui est important, c'est le temps de doublement. À mon avis, qui aurait peut-être pu permettre de se rendre compte que non seulement quand on a un R0 à 3, on a un vrai phénomène exponentiel où ça va grimper vite assez fort, mais pour vraiment se faire une idée de la vitesse, le temps de doublement aurait été nécessaire en plus. Mais bon, il y avait d'autres articles qui sont parus où on avait l'évolution du nombre de cas ou de morts en Chine, donc qui permettait de se rendre compte que ça allait vite. Bon. Donc c'est assez, déjà ce faux départ est assez difficile à comprendre. Il faut quand même bien le dire. Alors, en plus, il y a eu des ratages absolument énormes sur pas de commande de masque, Buzyn qui part alors que ça va commencer, quoi. Bon, c'est assez étonnant. Et puis, il faut bien dire qu'il y a des scientifiques qui n'ont pas aidé. Donc, on va parler de Didier Raoult. Alors, je vais vous parler de Didier Raoult longtemps. Donc, si vous savez déjà tout, ou si vous n'avez pas envie d'entendre parler de Didier Raoult, vous pouvez vous déconnecter. Alors, qui est Didier Raoult? C'est un excellent microbiologiste, très célèbre. C'est un spécialiste reconnu des rickettsia, qui sont des bactéries intracellulaires. Et plus généralement, c'est un spécialiste des bactéries intracellulaires, donc des bactéries qui sont pathogènes et qui sont très difficiles à cultiver et à étudier. Donc il a réussi vraiment, était vraiment pionnier pour les étudier en labo. Dire à quel point il est connu, il y a un genre bactérien qui porte son nom. Bon, il a été découvert à l'IHU par un de ses collaborateurs.
donc le genre Raoul Tella. Et puis, un des hauts faits d'armes de Raoult, c'est qu'il est co-découvreur en 2003 de Mimivirus, qui est un virus géant qui infecte les amibes, dont vous avez sûrement entendu parler si vous lisez la presse de vulgarisation scientifique, puisqu'il en a, depuis 2003, on doit bien avoir un article par an sur Mimivirus ou la famille auquel il appartient. Et puis, en 2006, il a été interdit de publication pour un an dans des journaux de dans tous les journaux de l'American Society for Microbiology, je ne sais pas combien de journaux ça représente, suite à une figure douteuse dans un journal lors d'une resoumission. La figure n'avait pas changé alors que c'était censé être une nouvelle manip. Bon. Et puis en 2017, il y a eu des accusations de harcèlement au sein de l'équipe qu'il dirige. Alors il y a eu une lettre anonyme signée, enfin non signée, par 12 ingénieurs, donc collective, qui dénonçait pêle-mêle l'ambiance de travail, le mépris dont ils étaient l'objet, la façon dont les signatures des articles étaient distribuées. Et il y a eu également 4 plaintes déposées pour harcèlement moral et sexuel et même pour agression sexuelle au sein d'une équipe. Alors pas de son fait à lui, hein, mais de fait de proches collègues, collaborateurs, qu'il a protégés. Hein. Et puis en 2018, il a perdu ses tutelles INSERM et ses NRS avec des raisons saignantes. Alors j'ai pas trouvé le rapport. On trouve des extraits dans la presse de l'époque, mais c'est vraiment, ça mâche pas ses mots, hein. On lui accuse de privilégier le volume à la qualité dans la publication. On parle de la création de New Microbe and New Infection. Il a créé un journal pour publier les articles qui passaient pas ailleurs, grosso modo. Hein. Donc aujourd'hui, dans ce journal, il y a 718 articles publiés, dont 234 signés Raoult, ou 323 au total signés par des Marseillais, hein, des gens de l'IHU ou de labos proches. Et puis on l'accusait également de vouloir faire de l'épidémiologie alors qu'il n'avait aucune expertise en épidémiologie et que ses essais cliniques étaient menés absolument n'importe comment. Alors des faits d'armes plus récents. Le 17 février, donc en fait Raoult s'exprime grosso modo de la manière suivante, YouTube, Twitter, ensuite préprint, YouTube, Twitter et ensuite publication, YouTube, Twitter. C'est qu'on communique à chaque étape avant d'écrire, une fois qu'on a écrit et ensuite une fois qu'on a publié. Alors, le 17 février, il a mis en ligne, enfin l'IHU a mis en ligne une vidéo qui avait un titre qui était moins de morts que par accident de trottinette. Donc, il parlait, comme le Monde 3 jours après, d'un taux de létalité de 0,5%, et comme le Monde, il ignorait complètement la valeur de R0, donc ça s'intéresse pas du tout à la vitesse à laquelle l'épidémie progresse et au nombre de personnes dont on peut attendre l'infection si on ne prend pas de mesures pour diminuer le taux de transmission. Le 25 février, alors dans cette vidéo, il y a un truc aussi quand même, j'ai failli oublier de vous le dire, un truc assez rigolo, c'est qu'il dit que la seule personne qui a dit un truc intelligent sur le sujet, c'est Trump, puisqu'il a dit que ça allait s'arrêter avec le retour des beaux jours, et donc c'était bientôt. Bon. Dans une deuxième vidéo mise en ligne le 25 février, alors cette vidéo était titrée fin de partie à l'origine, le titre a changé, je ne sais plus quel est le nouveau titre, mais bon. Cette vidéo, il dit, bon voilà, de toute façon, les Chinois ont montré que la chloroquine fonctionnait. Alors en fait, depuis 2007, Raoult, à intervalles réguliers, dit en fait la chloroquine et l'hydroxychloroquine, c'est un très bon traitement pour les maladies infectieuses. Il essaie de le vendre pour à peu près tout ce qui passe, et bon, il n'a pas tellement réussi, mais là c'est vraiment l'occasion. Donc dans cette vidéo, il dit, hein, le coronavirus est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de toutes. Faites attention, il n'aura bientôt plus de chloroquine dans les pharmacies. Et puis enfin le 16 mars, il y a une vidéo qui est titrée Coronavirus, diagnostiquons et traitons, où il dit alors la quarantaine ça ne marche pas, les modèles mathématiques ça sert à rien. Ça c'est un truc qu'il dit souvent, les maths ça sert à rien, la méthodologie c'est vraiment pour les cons, hein, on fait du concret. Il faut tester, il faut soigner. Et puis là il est passé, alors il y a eu dans l'intervalle, il y a eu des critiques disant la chloroquine c'est quand même un médicament, on connaît la toxicité. Alors il est passé à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine, qui est un antibiotique. Et donc à l'hydroxychloroquine, pourquoi? Parce que c'est moins toxique. Alors ensuite viennent les articles. Alors, un premier article soumis le 16 mars, accepté le lendemain, mis en ligne 3 jours après l'acceptation, qui est un Open Label Non-Randomized Clinical Trial, donc qui porte sur 26 patients
traités à l'hydroxychloroquine dans 6 avec azithromycine, comparé à 16 contrôles qui ont été traités dans d'autres hôpitaux. Et puis on s'intéresse à l'évolution de la charge virale. Et on conclut, donc je ne vous ai pas mis les graphiques de l'article, hein, mais que malgré la petite taille de l'échantillon, ce service et cette étude montrent que l'hydroxychloroquine permet de faire diminuer de manière significative la charge virale, voire de la faire disparaître, et que son effet est renforcé par l'azithromycine. Alors il y a eu pas mal de critiques sur cette étude, donc ça, elle a fait beaucoup parler, hein, vous vous en souvenez, il n'y a pas de randomisation là-dedans, alors évidemment. L'outcome paraît avoir été choisi de manière un peu ad hoc, sachant que 6 patients traités ont été exclus de l'étude, dont 3 pour transfert en soins intensifs avant je crois qu'il y avait 6 jours de traitement, 1 pour décès, un qui a quitté l'étude parce qu'il avait des nausées, et un qui a quitté l'hôpital en disant « bon, ça m'intéresse plus ». Bon. Alors juste, avant de passer à Donald Trump, un petit truc, hein, ça a été accepté très très vite. Il faut noter, depuis, des gens qui ont fait remarquer qu'un des auteurs de l'étude, qui s'appelle Rollin, est éditeur en chef du journal, qui est le journal, l'International Journal of Microbial Agents, où l'étude est parue. Donc, évidemment, ça aide à aller vite. Alors Donald Trump, le 21 mars, donc le lendemain, dit ouais, c'est génial. En fait, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine prises ensemble, ça permet de tout soigner, donc ça permet effectivement de ne pas agir tellement sur le plan sanitaire autrement qu'en demandant qu'on administre ces médicaments rapidement. Alors, chez nous aussi, hein, le Haut Conseil à la santé publique, saisi par Olivier Véran, a rendu un avis le 23 mars indiquant que l'hydroxychloroquine pouvait être prescrite à titre dérogatoire pour les formes graves de Covid, et le décret le permettant a été pris le 26 mars par Olivier Véran. Alors vu le nombre de SCUD envoyés par ailleurs à Raoult par Véran, on peut quand même se douter qu'il n'a pas pris cette décision de son propre chef, ni avec enthousiasme. Enfin bon, ça c'est un avis non documenté. Bon. Alors, deuxième gros papier de Raoult, il y a une vingtaine de préprints sur le Covid sur le site de l'IHU, hein, mais bon. Alors ce papier-là, il n'y avait pas de bras témoin. Donc en fait, il y a combien? Il y a 80 patients. 83 patients, 83% des patients deviennent négatifs à 7 jours, 93% deviennent négatifs à 8 jours, mais il n'y a pas de bras témoin parce que ça ne serait pas éthique, d'après Raoult, de prendre un bras témoin, sachant que le traitement, on sait à l'avance que le traitement marche, donc c'est pas la peine de mettre un bras témoin. Donc je crois que c'est à ce moment-là que les Anglais et les Américains ont commencé à parler de French Protocol, ce qui la fout bien pour l'ensemble de la recherche française. Donc, autre chose à propos de cet article, hein, c'est cet article-là où en fait ils ont demandé l'avis d'un CPP, d'un comité de protection des personnes, puis ont reçu un avis négatif, donc ils ont soumis ils ont retiré l'étude en fait, et puis ils ont choisi de la présenter comme une analyse de données de soins, et non pas comme un essai, quoi. Donc il y a eu pas mal de développement là autour de. Bon, je vais pas présenter, je serais bien en peine parce que j'ai pas refait mes recherches dessus. Et puis un troisième papier où il y avait 1061 patients, alors toujours pas de bras témoins, on a des patients globalement jeunes avec un âge médian de 43 ans, on a quand même 7,5% de mortalité, donc ça a quand même un peu fait ricaner. Bon, de manière générale, les critiques de Raoult ne sont pas retournées par cette étude. Hein, pour résumer, les gens disent on soigne majoritairement des gens en bonne santé qui n'ont pas de complications, et puis ceux qui peuvent avoir des complications meurent quand même. Donc il y a. Ah bah j'ai peut-être mal lu un truc. 0,75% me dit André Gélibert. Alors effectivement, 7,5%, ça me paraissait énorme. Alors bah, voilà, j'ai lu un truc de travers. Ok. Merci. Donc ça doit être ça, c'est quand même beaucoup plus plausible. Ok. Bon. Donc là-dessus est arrivé un papier
qui a été salué avec enthousiasme par les détracteurs de Raoult, c'est le fameux papier du Lancet. Oui, alors oui, c'est une population jeune et en bonne santé, voire asymptomatique, mais de toute façon, une mortalité entre 0,5 et 1%, c'est ce qu'on observe de manière générale partout. Alors, faute de bras contrôle, mesurer, enfin comparer, ça paraissait ne pas avoir beaucoup de sens. Alors, qui est-ce qui promène son doigt en même temps que moi sur le slide? Bon. Donc l'étude de Mera, Desai, Rustica et Patel, publiée dans le Lancet, donc connue sous le nom de papier du Lancet, a été saluée par les opposants à Raoult, enfin un truc sérieux. Une étude qui porte sur des registres d'hôpitaux, 96 000 patients au total avec des hôpitaux du monde entier, et qui montre que l'hydroxychloroquine augmente la mortalité de 30% et avec des risques d'arythmie cardiaque. Donc 3 jours après, l'OMS interrompt le volet hydroxychloroquine de l'essai Solidarity, après une prise de décision qui avait eu lieu en fait le 23 mai, donc le lendemain de la publication de l'article. Le 27 mai en France, Olivier Véran supprime les conditions dérogatoires de prescription de l'hydroxychloroquine. Cependant, il y a eu des critiques très tôt sur cet article. Alors, j'ai pas recherché, je crois qu'une des premières critiques, c'était Gelman, qui avait pointé pas mal de problèmes méthodologiques. Raoult, évidemment, bien sûr, a dit que ça ne tenait pas en l'air. Et puis, effectivement, quand même, les critiques ont pris vraiment corps. Le 28 mai, il y a eu une lettre ouverte signée par 128 chercheurs à l'initiative de James Watson, qui est, je crois, épidémiologiste, et qui demandait des détails en particulier vraiment sur la provenance des données, et puis une réanalyse indépendante des données par soit l'OMS, soit une institution indépendante de bonne réputation. Alors, beaucoup de critiques rassemblées dans cette lettre ouverte, en particulier l'absence de covariables qui aurait permis d'ajuster sur la gravité de l'état des patients en début de traitement, le fait que les données étaient étonnamment homogènes entre les continents, l'incompatibilité entre les données australiennes et puis les données émises par le gouvernement australien, et puis les intervalles de confiance des hazard ratios qui étaient beaucoup trop petits vu l'état des échantillons. Notamment, il y en avait d'autres. Bon. Donc, quelques jours après, le 2 juin, le Lancet émet une expression of concern, disant l'article, bon, effectivement, il y a peut-être un problème. Le 3 juin, l'OMS relance le volet hydroxychloroquine de l'essai Solidarity. Et puis, le 4 juin, l'article est retiré. En même temps qu'un autre papier qui avait été publié le 1er mai, qui utilisait des données de même provenance, donc je vais en parler, c'est de la société Surgisphère. Cet article portait sur les maladies cardiovasculaires et leur traitement dans le cadre, dans le Covid-19. Est-ce que ça avait un effet sur la mortalité? Et donc dans un autre journal très prestigieux, le New England Journal of Medicine. Donc en gros, les deux journaux les plus prestigieux de médecine, sans doute. Alors, donc ces deux articles ont été retirés parce que les données étaient très douteuses. Les données viennent de Surgisphère, qui est une... J'ai pas de nom pour ça en français, du moins j'en connais, Healthcare Analytics Company, donc une société d'analyse de données de santé, bon, fondée par Desai en 2008. Alors, effectivement, on va en parler au transparent suivant. Est-ce que c'est de la fabrication de données ex nihilo? Alors, c'est pas ce que tout le monde pense. Bon. Donc, Surgisphère a refusé de communiquer l'état des données, donc ce qui a motivé le fait que les auteurs autres que Desai aient demandé le retrait des papiers. Mais on peut se demander à quelles données ils ont eu accès eux-mêmes, c'est-à-dire effectivement, est-ce qu'ils ont juste écrit l'introduction et la discussion et qu'on leur a donné le matériel et les résultats clés en main? Ça, c'est quand même assez épatant. Alors concernant effectivement ce monsieur Desai, qui est peut-être... on peut considérer que sa carrière est finie quand même, il y a une blogueuse, une biologiste qui est spécialisée un petit peu dans la chasse aux malfaçons dans les articles, qui s'appelle Elisabeth Bick,
et qui a découvert dans un des papiers de thèse de Desai des photos manipulées. Alors c'est pas facile à voir, mais vous voyez ici, par exemple, il y a un motif là dans cette photo qui se retrouve juste en dessous. Donc en gros, cette photo, elle a été fabriquée avec l'outil tampon de Photoshop. Bon. Alors, est-ce que ces données ont été inventées toutes pièces? C'est une possibilité. Mais il y a eu un article dans Le Monde du 17 juin où il y a des interviews ou des citations de Lu Chen qui dit quand même ils ont proposé un outil de notation de la gravité du Covid. C'est dur à imaginer qu'ils l'ont construit dans le vide complet, quoi, basé sur rien. Et Mahmoud Zurek dit que en fait, si on avait voulu fabriquer des données, on aurait fait mieux. En fait, c'est pas possible de faire des données aussi suspectes, ou alors c'est bon, l'incompétence. Et une hypothèse qui est évoquée, c'est que les données ont été obtenues par piratage, puisqu'il existerait, donc je l'ai appris en lisant ça, des sociétés qui aspirent les données comme ça au profit des industries pharmaceutiques en se basant sur les logiciels utilisés dans les hôpitaux, donc qui contiendraient des backdoors ou des choses équivalentes. Donc voilà, c'est vraiment pour la communauté scientifique, du moins pour la partie qu'on est visible du grand public en tout cas, donc vraiment les choses dont on parle en gros sur les réseaux sociaux ou dans la presse, c'est vraiment la descente aux enfers, quoi. Donc on avait la figure du clown avec Raoult, et là on a celle avec Desai, on a la figure de l'escroc qui se fait pincer parce qu'il a essayé un coup trop gros pour lui. Bon. Alors effectivement, le French Protocol, ça passe un petit peu derrière l'escroquerie de Desai, mais la science dans l'ensemble, on prend vraiment un fameux coup. Un autre petit commentaire à propos de cette histoire d'aspiration de données. On a pas mal parlé depuis quelques mois du Health Data Hub, avec la question où les données de santé publique françaises, en gros, vont être déléguées à Microsoft Azure. On a complètement renoncé à être capable de faire ça en France. Alors déjà, c'est l'occasion, quand on crée quelque chose comme le Health Data Hub, de éventuellement redévelopper quelque chose qu'on ne sait pas faire, ou du moins d'améliorer la manière dont on sait le faire, mais non, on va déléguer à une entreprise américaine. C'est quand même pas terrible. Alors effectivement, quand on a cette idée-là, c'est d'autant plus inquiétant. Donc on va parler rapidement de fraude scientifique, qui est apparemment également épidémique quand on regarde ces graphes. Alors ça vient d'un papier de 2013. Il y en a eu pas mal qui montrent des graphes équivalents. Il y en a les plus récents, il y en a même dans Science en fait qui montrent des choses équivalentes. Enfin, j'avais celui-là sous le coude, j'ai pas recommencé. Alors on a le nombre de papiers publiés par année ici, donc on arrive à 1 million ici là aux alentours de 2010. Et puis il faut multiplier par 0,10 pour le nombre de papiers retirés pour fraude ou pour erreur. Alors bon, en gros, on arrive à une centaine par an par là. Alors ça se casse la figure par ici, mais il faut bien se dire une chose, hein, c'est que il y a des papiers publiés, c'est un article de 2013, donc évidemment, hein, les papiers de 2012-2011, ils n'ont pas encore été tous scrutés dans les moindres détails, et on sait aussi que les retraits, maintenant, hein, ça couvre plusieurs années, c'est-à-dire que quand quelqu'un se fait pincer avec un papier avec des données fraudatées, on a tendance à remonter le fil de ces papiers, comme Elisabeth Bick l'a fait avec Desai, et à identifier d'autres papiers suspects qui finissent par être retirés. Donc cette épidémie a certainement des causes multiples, hein, bien sûr. On retire certainement beaucoup plus facilement les articles que maintenant, hein. La fraude n'est sûrement pas un phénomène nouveau. On recherche sans doute plus systématiquement la fraude aussi dans des articles, mais il y a aussi plus de facilité pour forcer des articles, et puis il y a sans doute aussi plus d'incitation à frauder. Enfin, c'est vraiment très difficile de faire la part des choses. Pardon. Alors sur la page suivante, je vous ai mis le truc que je dis toujours aux étudiants tous les ans: ne faites jamais un camembert. Là je me suis fait plaisir, j'ai fait un camembert.
Pour représenter donc, des données d'assez mauvaise qualité, j'ai pris le nombre d'entrées dans List of Scientific Misconduct Incidents sur Wikipédia. Alors elles ne sont pas de très bonne qualité, mais je ne les ai pas inventées, je n'ai pas non plus manipulé l'article. Pour faire ça bien, il faudrait aspirer la base de données de Retractation Watch. Malheureusement, elle n'est pas téléchargeable, donc on ne peut pas faire ça facilement. Mais on voit que l'épidémie touche surtout le biomédical. C'est vraiment la part du lion. Avec donc en gros hein, ce camembert ici, ça c'est une soixantaine d'entrées dans l'article de Wikipédia, contre voilà, une poignée dans chacune des autres disciplines. Alors, est-ce qu'il y a des spécificités de la recherche biomédicale qui peuvent expliquer ça? Alors peut-être des incitations plus fortes, peut-être, voire certainement, une structure hiérarchique forte avec des pratiques de signature douteuses bien ancrées qui peuvent contribuer à rendre la fraude possible ou à y inciter. Le fait que dans d'autres domaines, il peut être beaucoup plus difficile de frauder. Parfois, la seule fraude possible est le plagiat. Hein. Si vous faites des mathématiques, vous ne pouvez pas inventer vos données, donc éventuellement, vous pouvez recopier l'article de quelqu'un d'autre. Bon. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui est... Alors, juste un mot, hein, le plagiat ou parfois l'imposture. On pourrait parler en sciences humaines hein, du canular de Sokal ou du canular dont a été victime la revue Société de Maffezoli, où en anglais on parle de fraud pour les gens qui... ou les revues qui publient des choses assez vides avec un grand fratras de langage, mais en gros où une absence d'idée a été travestie derrière une forme très élaborée. Bon. Alors je reviens sur la recherche biomédicale. Il y a aussi alors, le fameux article de Ioannidis 2003, c'est pourquoi la plupart des publications sont fausses. C'est le fait qu'effectivement, donc c'est quoi l'argumentaire de Ioannidis, hein, c'est que en fait, dans un champ où il y a beaucoup de publis, où les études sont trop souvent de petite taille, difficiles à contrôler, et où on recherche des effets de taille parfois, voire souvent assez petite, il y a forcément un problème de réplication. C'est la fameuse crise de la reproductibilité. Mais du coup, effectivement, hein, quand les études sont peu reproductibles, sont difficiles à contrôler, eh bien, effectivement, la fabrication de données peut être assez facile, puisque ça va être très difficile de détecter quand on ne va pas reproduire quand on ne va pas reproduire les résultats. Alors que si un physicien fait une manip dans son labo, si ça n'est pas reproduit dans d'autres labos, ça va vite. Un physicien ou éventuellement en biologie fondamentale, on peut penser à la mémoire de l'eau, hein, ou des histoires de lymphocytes en grande dilution. Bon. Quand on cherche quand on a des manips comme ça qui sont reproductibles en laboratoire, évidemment, si les manips ne sont pas reproduites, on va tout de suite dire il y a un problème. Alors qu'effectivement en médecine, on ne reproduit pas, mais ça ne veut pas dire que les données étaient forgées, étaient inventées. Bon. Alors, il faut que j'aille vite, juste un tout petit mot, c'est qu'il y a d'autres choses qui arrivent en sciences qui ne sont pas de la fraude et qui peuvent être éventuellement confondues. Ce sont des errances de bonne foi. Quoi. Il y a vraiment des gens, j'ai parlé de la mémoire de l'eau, sans doute Mavaniste était de bonne foi. Enfin, c'est pas facile de savoir, mais il y a eu d'autres choses. Il y a eu la scotophobie, par exemple. On pensait avoir découvert une molécule qui encodait la peur du noir dans le cerveau des rats. Bon, il y a eu des centaines de publications sur la scotophobie avant qu'on se rende compte qu'en fait, il n'y avait rien du tout. Mais c'est encore autre chose, quoi. Alors bon, peut-être que l'hydroxychloroquine, c'est peut-être une errance de bonne foi comme l'était la scotophobie, mais
Alors, les 5 minutes du vieux schnock, donc j'assume, hein. Il y a des choses quand même dans la manière contemporaine de faire la science qui peuvent aggraver le problème, le fait qu'il faut aller vite. Il faut aller vite, il faut suivre la mode, en particulier pour répondre aux appels à projets. Donc en fait, il y a eu une interview qui est vachement bien de Bruno Canard dans le journal du CNRS, qui parle, Bruno Canard, c'est un virologue qui travaillait sur les coronavirus depuis le SARS. En fait, il avait décidé que c'était vraiment intéressant les coronavirus et il n'en a pas dérogé, il continue à travailler dessus, mais il dit en gros, pendant 4 ans, j'ai eu des financements, et puis à partir de 2008, plus rien. Il a fallu se débrouiller avec des financements beaucoup plus maigres, voire avec le budget récurrent du labo, donc évidemment, là, ça avance beaucoup moins vite. Il y a autre chose, hein, il y a l'omniprésence en France, mais partout dans le monde, hein, de l'évaluation bibliographique et de conséquences qu'on peut identifier assez facilement. L'effet Mathieu, alors l'effet Mathieu, c'est comme chante Leonard Cohen, c'est the rich get rich, quoi, et the poor gets poor. Donc ça vient d'un verset de l'Évangile selon Matthieu qui dit on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et donc effectivement, plus vous publiez, plus vous êtes connu, plus c'est facile de publier. C'est bien. C'est bien. C'est assez clair que ça marche tout à fait comme ça. Et puis, la loi de Goodhart, c'est quelque chose qui dit quand une mesure devient une cible, elle sait c'est une bonne mesure. Effectivement, les gens ont leur H-index en ligne de mire et leur nombre de publications par an, et ils finissent par ne plus penser qu'à ça. Donc, en fait, non seulement l'indicateur n'indique plus rien d'objectif, mais en plus, il a eu l'effet pervers de transformer le chercheur en producteur d'articles. Et un article, c'est pas la même chose que la recherche. Donc très très vite sur l'article de Smaldino. Smaldino, en fait, ce papier, ils ont proposé un modèle où les laboratoires SM, en propageant leur pratique de recherche avec plus ou moins de descendance, selon leur succès éditorial. Et donc, bien entendu, comme on publie plus facilement avec de mauvaises pratiques, les mauvaises pratiques se répandent dans la population des laboratoires. Donc, évidemment, on obtient d'un modèle de ce genre que ce qu'on y a mis, mais c'est quand même assez rigolo, ce papier. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé ça très rigolo. Il n'en reste pas moins que, effectivement, la sélection de jeunes chercheurs qui ont été entraînés dès avant leur recrutement et ont vu leur recrutement à se marketer eux-mêmes, en fait, sur le marché de la recherche, naît à terme des effets pervers. Alors, de fait, on publie quand même n'importe quoi. Donc, il y a sûrement d'excellents papiers publiés sur le Covid-19, mais est-ce que la grande masse des papiers publiés ne relève pas de cette parodie de Porter, hein, papier opportuniste, opportuniste, voilà, pour vendre mon approche théorique favorite, ça passe bien, voilà, bon, hop. Y compris, je vous ai mis un article paru dans une très grande revue, puisque c'est Science, c'était un GWAS sur l'homosexualité, et qui était vraiment d'une qualité déplorable. Donc la méthodologie était classique, c'est la méthodologie des GWAS, il n'y avait rien à dire sur la méthode, mais le phénotype était mal défini, la réplication était faible, voire inexistante, alors que c'est un critère de publication maintenant des GWAS, surtout dans Science. Et les résultats étaient vraiment pas convaincants. Si ça n'avait pas été sur l'homosexualité et si on n'avait pas pressenti chez Science un buzz, on n'aurait pas publié ça. Alors, en parlant du buzz, quelque chose qui vient de sortir il y a quelques jours, qui a été fait par, alors je sais plus, c'est la chirurgie thoracique, la TSSMN. Donc ils ont fait un truc très sympa, ils ont fait une étude prospective randomisée. Ils ont choisi 112 articles qui ont été tweetés par un délégué après randomisation. Il y en a la moitié qui ont été tweetés par un délégué de la société et retweetés par les 10 autres, avec un total de 53 000 followers. En juin 2018, et ils sont intéressés au nombre de citations à 1 an et à d'autres scores. Bon, ça, alors, évidemment, le Twitter Analytics, c'est le nombre de retweets, donc eh bien, on se doute que ça va jouer, mais le nombre de citations, eh bien, on en a 3, un peu plus de 3 en moyenne quand on a été tweeté, et quand on fait partie du bras traité, en fait, et le bras contrôle en a moins de 1, en moyenne 0,7.
Donc c'est très significatif, bien entendu. Donc effectivement, hein, se mettre en scène maintenant quand on est un scientifique, en tout cas quand on vise une ascension rapide ou une carrière de star, ça fait partie du métier. On a une cote comme les artistes. Et donc c'est évidemment l'effet Mathieu dans toute sa splendeur, hein, puisque plus on est coté, plus c'est facile. Alors des remèdes possibles. Alors il y a une secte... J'espère ne vexer personne, enfin c'est pas dit méchamment. Hein. Des gens qui veulent abolir le petit P, donc se concentrer sur l'état des faits, leurs intervalles de confiance. Je suis pas sûr que ça améliore énormément les choses. En tout cas, ça fait des années qu'il y a vraiment toute une flopée d'articles sur le sujet. L'open peer review, c'est un truc que je trouve très intéressant, hein, c'est de dire les peer reviews doivent être rendus publics, et même dans une certaine version de l'open peer review, elles doivent être non anonymes. Donc je pense que ça peut améliorer le processus de peer review en dissuadant les gens d'être parfois inutilement agressifs dans leur review en particulier, des choses comme ça. Je ne suis pas sûr que ça change vraiment grand-chose à l'effet Mathieu et à la loi de Goudard. Bon. Un truc très intéressant, c'est le manifeste pour la science reproductible, donc, qui dit en fait, effectivement, il faut publier son code, il faut publier toutes ses analyses et il faut que les données soient accessibles. Voilà, ça peut effectivement changer les choses, c'est pas toujours praticable. Ce qui changerait vraiment les choses, hein, c'est d'avoir des sous, de faire reculer les appels à projets pour revenir à des financements récurrents un peu plus consistants. À titre indicatif, alors effectivement, dans un institut comme l'INSERM, on est relativement protégé, enfin vraiment, on pourrait en discuter, mais dans un labo de physique de province, hein, en gros, les gens, ils ont 1000 € par an par équivalent temps plein en financement récurrent. Donc s'il n'y a pas les ANR, la moitié de la somme hein, pour la maintenance des équipements ou pour les consommables, même pas pour les consommables en fait. Donc s'il n'y a pas les ANR, ils font pas de recherche. Donc effectivement, quand le labo est très bon, ils ont des ANR et ils arrivent à en avoir de manière récurrente, mais sinon c'est impossible de faire de la recherche dans ces conditions. Et c'est pas tous les labos qui ont réussi à prendre le tournant d'avoir des ANR de manière récurrente, quoi, de l'excellence. Alors, un retour au collectif, donc réaffirmer le caractère collaboratif et ouvert de la création et la diffusion des savoirs. Donc très rapidement, c'est le but de cette signature Caminous. Donc c'est un consortium, donc ça fait C'est nous, bon. C'est un consortium ou un auteur fictif, comme vous voulez, mais en fait c'est officiellement un consortium qui représente l'ensemble de la recherche pour affirmer son caractère collaboratif, et on est invité à le mettre en co-signataire des papiers. Vous pouvez aller sur cogitamus.fr pour en savoir plus. Et puis bien sûr, arrêter la précipitation et tant qu'on peut le faire, pour le retour au temps long. Voilà, donc j'ai dépassé mon temps de parole, je suis désolé, je pensais qu'une vingtaine de slides ça tenait en 20 minutes, mais non.